Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et vous présenter la province la plus peuplée du Canada, l'Ontario. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentine et je suis responsable partenariat trade pour Destination Canada, l'Office du tourisme du Canada. Certains d'entre vous ont peut-être des amis ou encore de la famille vers Toronto, alors sans plus attendre, envolons-nous chez nos cousins d'Amérique du Nord. Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle coûte 7 $ canadiens seulement, donc environ 5 euros, et elle est valable 5 ans sur un même passeport. Petite parenthèse pour vous, il y a énormément de sites de prestataires qui demandent l'AVE à votre place et à des tarifs exorbitants. Donc assurez-vous que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca/AVE. Aussi, pensez à informer vos clients que les prix affichés au Canada n'incluent ni les taxes qui rajoutent 20% supplémentaires et ni les pourboires qui sont attendus dès qu'il y a un service et qui sont à hauteur d'un minimum de 15% supplémentaires. Maintenant, pour vous mettre les choses en perspective, sachez que l'Ontario est une province de plus d'une fois et demie la taille de la France. Comme je le disais, la province la plus peuplée du Canada, car elle compte plus de 14 millions d'habitants, dont plus d'1 million est francophone. Demi-million est francophone. Pour ceux qui veulent aller à leur rencontre, ils sont un peu partout, mais en particulier dans le nord de la province et vers la baie géorgienne. Je vous invite aussi à consulter le site internet Corridor Canada pour découvrir les activités en français partout au Canada. Comme vous le voyez, la province de l'Ontario est située dans la partie centre-est du pays. Sa capitale provinciale est Toronto, qui est également la plus grande ville canadienne et le hub aérien pour la région. Au départ de Paris, plusieurs vols directs vers l'Ontario sont possibles avec Air Canada, Air France et Air Transat qui effectuent des vols directs CDG Toronto, code YYZ, toute l'année. Le vol Paris-Toronto dure environ 8h15 et quand vous arrivez à destination, il vous faut reculer votre montre de 6 heures. Quant à la meilleure saison pour découvrir l'Ontario, c'est à vos clients d'en décider puisque le climat tempéré par les lacs offre des saisons distinctes et très agréables. Le printemps est doux, mais c'est une saison pluvieuse. Les températures remontent doucement après l'hiver, les nuits restent très fraîches et la neige peut encore tomber. L'été est chaud et sec, surtout en juillet, qui est le plus stable en termes de température et de météo. Vous pouvez compter environ 25 degrés. L'automne est quant à lui coloré et sec. Les températures sont douces en journée, mais fraîches, voire gelées la nuit. C'est ce qui permet d'ailleurs aux feuilles des arbres de prendre des couleurs juste lumineuses. Pour admirer l'été indien, venez plus ou moins du 15 septembre au 15 octobre. Et pour finir, l'hiver est sans surprise enneigé. Le froid arrive dès la mi-novembre, mais la neige plutôt en décembre et elle se stabilise vraiment en janvier. Alors profitez des plaisirs hivernaux avant la fonte des neiges en février dans le sud et en mars dans le reste de l'Ontario. Vous pouvez voir que la province est bordée par la province du Québec à l'est, les États-Unis au sud et la province du Manitoba à l'ouest. Le nom de la province Ontario vient d'une langue amérindienne qui signifie beau lac ou lac étincelant, ce qui donne le ton pour cette destination. On est en effet du côté des Grands Lacs que se partagent le Canada et les États-Unis. Le sud de la province est principalement peuplé, tandis que le nord est très marécageux et boisé. L'Ontario est divisé en 7 régions touristiques que nous passerons en revue au cours de cette présentation. Alors j'espère que vous êtes prêts pour un tour. La porte d'entrée pour l'Ontario, c'est la capitale provinciale Toronto. Alors commençons par là. Depuis l'aéroport Pearson de Toronto, code YYZ, vous pouvez vous rendre au centre-ville de plusieurs manières. En taxi, par exemple, pour un tarif fixe de 60 $ canadiens plus pourboire, ça vous prendra une trentaine de minutes pour arriver au centre-ville si le trafic est fluide. Vous privilégieriez une voiture de location si vous prévoyez une itinérance dans la province. Et sinon, profitez du train navette UP Express qui va jusqu'au centre-ville à la gare Union Station en 25 minutes seulement.
Et c'est pour une douzaine de dollars l'aller simple et ça vous évite les embouteillages. Nous voici donc à Toronto, une ville qui tire son nom d'une langue autochtone. Toronto signifie en iroquois là où il y a des arbres dans l'eau. Donc vous le voyez, Toronto est au bord d'un immense lac. Ce lac s'appelle le lac Ontario et il présente un chapelet d'îles en face de la ville de Toronto et ce sont les îles de Toronto. On s'y rend en juste 15 minutes de ferry et c'est une véritable cour de récréation pour les Torontois. Vos clients peuvent les imiter et embarquer leur vélo à bord du ferry pour profiter des sentiers, des plages et des aires de beach volley, mais aussi faire un barbecue ou improviser un pique-nique. L'observation des oiseaux est aussi au programme puisqu'on y trouve une réserve ornithologique. Depuis les îles, le point de vue sur la skyline de Toronto est juste superbe. On distingue bien sûr la tour CN qui est devenue l'emblème de la ville. Elle est effilée comme une fusée et surmontée d'une antenne de communication. L'ascenseur de la tour vous propulse en moins d'une minute, enfin 58 secondes, à 346 mètres de haut, c'est-à-dire au niveau panoramique qui offre une galerie d'observation et un restaurant rotatif où il fait bon déjeuner. Un sol transparent se trouve à l'étage inférieur, mais les plus aventuriers enfileront un baudrier pour s'harnacher et faire la plus haute activité de plein air au monde. Ça s'appelle le audacieux et ça consiste à marcher autour de la tour pour des sensations très fortes, je vous l'assure. Un tour d'horizon depuis la tour vous confirmera que la ville est immense. Et les visiteurs de passage sont souvent démunis quant au quartier à visiter à Toronto, donc voici mes recommandations. Un tour dans le centre-ville depuis l'hôtel de ville est juste incontournable pour admirer un mélange d'anciens bâtiments et de gratte-ciel qui font toute l'identité de Toronto. Non loin se trouve le marché Saint-Lawrence où vous pouvez goûter le fameux Pea Bacon Sandwich sur lequel je reviendrai plus tard. Pour rester dans le coin, je vous conseille de poursuivre avec le quartier de la distillerie, qui était avant une distillerie de whisky. Le quartier en briques est maintenant piétonnier et c'est le repère des hipsters avec galeries d'art, boutiques d'artisanat et bars sympathiques. Ensuite, dirigez-vous vers Kensington Market, mais attention, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas un marché, mais bien un quartier écolo-hippie de surcroît, où vous trouverez des boutiques alternatives et originales qui vendent beaucoup de deuxième main, vintage ou des produits écolos et véganes. À pied maintenant depuis Kensington Market, vous pouvez vous balader vers Queen Street West, qui a été élue la rue la plus cool du monde. On y trouve les ateliers et les boutiques de designers de mode, mais aussi des bars et des restaurants conceptuels. C'est dans ce quartier que se cache la contre-allée Graffiti Alley avec des superbes muraux qui valent vraiment le coup d'œil. D'ailleurs, la ville est tellement créative et culturelle que je vous conseille de choisir selon vos goûts au moins une attraction pour en prendre toute la mesure. Les amateurs d'art iront à la Art Gallery d'Ontario pour découvrir l'art canadien. Les mélomanes iront au Royal Conservatory of Music pour écouter des orchestres renommés. Je conseille à tout le monde, pas qu'aux sportifs, de visiter le temple de la renommée du hockey pour jouer et comprendre ce sport national, ou encore de faire du shopping stylé vers Queen Street West, dont nous venons de parler, mais aussi au centre Eaton ou encore au quartier Bloor-Yorkville, où vous trouverez des marques canadiennes. Enfin, les curieux se presseront à la ville souterraine The Pass, qui consiste en un dédale de 28 km de passages souterrains. Ça connecte immeubles, lignes de métro, centres commerciaux, écoles. Donc, c'est évidemment très, très prisé en hiver. Les cinéphiles ne seront pas en reste puisque Toronto est très souvent utilisé pour les tournages et vous pouvez donc vous amuser à reconnaître la ville et la province dans cette liste de films et de séries. Les deux premiers profitent de la ressemblance entre Chicago et Toronto pour filmer à Toronto des films censés se passer à Chicago. Vous pouvez donc regarder le musical Chicago et le drame romantique Je te promets. Côté drame, je vous conseille Room ou Miss Sloane. Pour du fantastique, plutôt Robocop, Suicide Squad, The Shape of Water ou Total Recall.
Et enfin, pour les amateurs de séries, regardez les enquêtes de Murdoch, qui est diffusée sur France 3, ou Schitt's Creek, qui est disponible sur Netflix. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Toronto accueille chaque année le festival du film TIFF? Ce festival dure 2 semaines en septembre et c'est le deuxième plus grand festival de films après Cannes. Enfin, avant de sortir de la ville, je voulais vous parler d'une option intéressante, le train. Au départ de Toronto, vous pouvez prendre le train Le Canadien jusqu'à Vancouver. On peut dormir en cabine à bord en profitant des paysages qui défilent puisque le trajet dure 4 nuits et 3 jours. Il y a une voiture panoramique à 2 niveaux, mais aussi un bar de style art déco et un wagon-restaurant. Il est même possible de s'arrêter en chemin, par exemple à Saskatoon ou encore à Jasper dans les Rocheuses. Un autre train pourrait aussi vous intéresser, il s'agit du Corridor, celui-là reste dans l'Est canadien pour visiter les provinces de l'Ontario et du Québec. La portion Toronto-Montréal prend 5 heures, mais des arrêts sont possibles absolument partout. Que ce soit aux iconiques chutes du Niagara, à Kingston pour voir les Mille-Îles, à la capitale Ottawa ou encore à la ville de Québec juste après Montréal. Quant à nous, nous allons prendre la voiture pour vous faire un grand tour de la province. Depuis Toronto, je vous propose de partir plein est en direction d'Émilie à 350 km de là, donc environ 4 heures en comptant les arrêts. Il suffit de longer le lac Ontario, qui est comme une mer intérieure entre le Canada et les États-Unis. On passera par le comté du Prince-Édouard avant d'arriver au Mille-Îles entre Kingston et Gananoque. Je vous conseille vivement un arrêt au comté du Prince-Édouard. Vous pouvez vous y détendre au parc provincial de Sandbanks, qui est parfait pour un moment en famille sur la plage. Mais ce comté a aussi été élu capitale ontarienne de la gastronomie. Du coup, vous y trouvez plein de producteurs locaux, que ce soit des fromageries, des vergers, des microbrasseries ou encore des vignobles. Les épicuriens iront donc goûter le vin local. La route des vins du comté du Prince-Édouard relie une quinzaine de vignobles, dont certains proposent aussi des restaurants, de la ferme à la table, qui mettent à l'honneur le terroir local. 1 heure plus loin, vous traversez une ville historique, Kingston. C'est la plus ancienne ville de l'Ontario et elle a été la première capitale du Canada. Son emplacement entre le fleuve du Saint-Laurent et les Grands Lacs lui permettait d'en contrôler l'accès, mais ça en a fait une cible pour l'invasion américaine. Sa localisation était donc finalement assez problématique, mais vous pouvez tout de même revivre cette histoire passionnante en visitant le fort Henry. Il a été construit par les Britanniques dans les années 1830. 30 minutes de voiture plus loin, nous arrivons dans la région des Mille-Îles, dans l'extrême est de l'Ontario. Sachez que pour être désigné île, il faut que le bout de terre reste au-dessus du niveau de l'eau 365 jours par an, mais aussi qu'il fasse au moins 2 mètres carrés et abrite au minimum un arbre ou un buisson. Cet endroit mystique compte donc autant des îles minuscules que des îles immenses, des îles privées et d'autres publiques. Ces dernières sont d'ailleurs en partie protégées par Parcs Canada. Alors pour admirer ce paysage étonnant, on ne peut que vous conseiller un survol en hélicoptère depuis Gananoque. Sachez aussi que vous pouvez sillonner les Mille-Îles en kayak, c'est idéal pour observer la faune et découvrir des lieux insolites comme Half Moon Bay, qui consiste en une baie en forme de demi-lune. Ou sinon, vous pouvez aussi profiter d'une croisière autour des Mille-Îles en 1 heure si le temps vous est compté, ou plus longtemps lors d'une croisière repas avec déjeuner ou dîner servi à bord pour vous faire plaisir. Les croisières ont l'avantage de vous diffuser un guidage audio sur l'environnement que vous traversez et aussi l'histoire de certaines îles. C'est d'autant plus fascinant que vous passez à côté de la fameuse allée des milliardaires où se trouvent des domaines étonnants à fleur d'eau. Enfin, dans le coin, vos clients pourraient naviguer sur le canal Rideau du fleuve Saint-Laurent à la rivière des Outaouais.
On peut louer une péniche entre Kingston et Ottawa pour passer 28 écluses à son rythme de lac en lac pour une expérience de voyage lent. C'est comparable aux navigations en péniche sur le canal du Midi que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, en parlant de voyage lent, il nous manque un ingrédient essentiel pour notre itinéraire mémorable. C'est une bonne liste de musique locale. Pour ça, nous avons recensé des chanteurs ontariens comme les pop stars Shawn Mendes, Justin Bieber, Drake, The Weeknd et Alicia Cara que vous connaissez sans doute déjà. Mais écoutez ou réécoutez aussi les rockers Bryan Adams, Len et Alanis Morissette, ou encore la chanteuse pop Avril Lavigne et la chanteuse de country Shania Twain. Reprenons maintenant la route direction la capitale du Canada, Ottawa, à 1h30 au nord de Rockport. En arrivant depuis le canal Rideau, on comprend bien que les balades en bateau, canot ou même à pied ou à vélo sont un des charmes de cette petite ville. La promenade du canal Rideau est l'une des plus réputées de la ville. Elle est classée site du patrimoine mondial de l'UNESCO et offre de nombreux espaces verts qui donnent à la ville une atmosphère estivale. Pour une capitale, Ottawa est juste atypique. Elle ne compte qu'un peu plus d'1 million d'habitants, ce qui la classe en 5e position des plus grandes agglomérations au Canada. C'est une ville bilingue français-anglais reconnue pour sa multiculturalité en partage. Alors vous y sentirez comme chez vous. Sinon, ce que vous voyez au fond de la photo, c'est une superbe vue sur la colline parlementaire. Alors, puisque la ville concentre l'activité politique du pays et que c'est ici que vous trouvez le Parlement du Canada, profitez d'une visite organisée pour comprendre le fonctionnement du gouvernement fédéral. Si vos clients ne veulent pas visiter l'intérieur, allez-y au moins pour assister à la relève de la garde. Vous les voyez dans leur costume rouge qui rappelle l'héritage britannique. C'est une tradition quotidienne l'été, fin juin à fin août, qui ravit petits et grands. À part la colline parlementaire, il faut absolument découvrir certains quartiers d'Ottawa, comme par exemple le marché de Baille. Ce marché couvert est le lieu où trouver de bons produits locaux ou encore pour goûter la fameuse queue de castor d'Ottawa, qui est en fait un beignet plat en forme de queue de castor saupoudré de sucre. Autour du marché, vous trouvez aussi beaucoup de bars et de restaurants, ce qui en fait un endroit très animé. Le quartier The Glebe est aussi connu pour ses bars et restaurants, mais aussi avec une touche plus branchée et des boutiques indépendantes. Napain Point, vers le splendide musée des Beaux-Arts, a un côté bucolique et surtout une magnifique vue sur la rivière des Outaouais. Et si vos clients se demandent quel peut être le charme de cette ville l'hiver, parlez-leur de la plus longue patinoire de plein air au monde, et c'est le canal à Rideau qui, en gelant, forme 8 km de pistes glacées. On trouve des loueurs de patins partout le long du canal, c'est unique en son genre et je vous le recommande vivement. Enfin, avant de quitter la ville, il vous faut visiter le meilleur musée du Canada, c'est le Musée canadien de l'histoire. Que ce soit pour sa position géographique face à la colline du Parlement d'Ottawa, pour son architecture remarquable mettant en valeur des symboles canadiens, ou encore pour ses collections mettant à l'honneur les Premières Nations et les Inuits, ce musée est juste un bijou. En plus, il est extrêmement pédagogique et interactif pour les enfants, alors vous n'avez plus aucune excuse. Notez qu'Ottawa est une ville à la frontière entre l'Ontario et le Québec, si bien que son agglomération est à cheval entre les deux provinces qui sont séparées par la rivière des Outaouais. Donc, dans le cas de ce musée, sachez qu'il se trouve dans la ville de Gatineau, c'est-à-dire à côté Québec. Tant qu'à être dans une ville animée, profitez-en pour rencontrer les locaux devant leurs équipes de sport favorites. Je vous ai sélectionné les équipes ontariennes en foot, baseball, football, mais aussi hockey, basketball ou encore lacrosse. Ces 3 derniers sports ont d'ailleurs tous été inventés par des Canadiens, alors il n'y a pas de meilleur endroit pour en voir des matchs. Retournons maintenant en pleine nature dans un des plus beaux parcs de la province, c'est le parc
algonquin. Il est situé à moins de 3 heures à l'ouest d'Ottawa et 3h35 au nord de Toronto. Et vos clients peuvent y rester quelques jours et certains même y passer quelques semaines. Mais alors, que fait-on pendant des jours ou des semaines? On se détend, on respire, on se reconnecte avec la nature, soi-même, mais aussi avec les autres. Et en particulier, on y va pour randonner ou faire du vélo sur les sentiers entre les crêtes rocheuses, ou encore pagayer en canot ou en paddle sur des milliers de lacs, ou bien tout simplement observer la faune, comme les orignaux qui sont attirés par le sel laissé par les opérations de sablage en hiver. Et pour la nuit, les hébergements sont disponibles, que ce soit de style rustique, en camping ou plus confortable, dans un chalet. Sachez aussi que ce parc est un incontournable pour les couleurs de l'automne, car il regorge de collines d'érable. Toujours plus loin dans cette nature généreuse, je vous conseille de passer du temps autour de la baie Géorgienne, qui fait partie du lac Huron. Son pourtour fait quelques 800 kilomètres et même si le nombre d'endroits sont prisés par les Ontariens, ça reste une destination hors des sentiers battus pour les voyageurs qui viennent de loin. Je vous recommande pour plusieurs raisons que vous allez vite comprendre. Je vous emmène d'abord dans la sublime région de Muskoka, qui est à seulement 2h40 de Toronto. Puis nous remonterons plein nord pour nous rendre au parc Killarney, avant de nous rendre sur l'île Manitoulin et terminer à Tobermory sur la péninsule Bruce en empruntant un des ferries quotidiens de début mai à fin octobre. Quand vous sortez à l'ouest du parc algonquin, à 40 minutes de là commence la région de la Muskoka à Huntsville. Elle est connue comme la région des chalets ou cottage country en anglais, car les Ontariens viennent y passer leur week-end et leurs vacances autour de milliers de lacs, tellement nombreux qu'on finit par se demander si on est bien sur le continent ou plutôt sur des îles à côté les unes des autres. La région est vraiment idyllique et quand on sait qu'il n'y a que 2 heures de route de Toronto à Gravenhurst, ce serait dommage de se priver. L'eau étant partout, les sports nautiques sont à l'honneur l'été, de la baignade au wakeboard en passant par le bateau de plaisance ou le bateau à aube pour une croisière entre les lacs. Et puis l'hiver, c'est la région d'Ontario où vous trouvez de nombreux établissements qui proposent du multi-activités, comme par exemple chien de traîneau, ski de fond, pêche blanche ou encore motoneige. Les petites villes où vos clients peuvent facilement trouver des hébergements sont Gravenhurst, Port Carling ou encore Huntsville. Un site culturel dans le coin qui plairait à vos clients, c'est la superbe reconstitution historique de Sainte-Marie au pays des Hurons. Ce musée en plein air montre comment les premiers explorateurs vivaient au Canada au XVIIe siècle et cohabitaient avec la Première Nation huronne. Le site est assez grand et des guides en costume d'époque vous font participer à toutes les activités l'été, si bien que vous y passez beaucoup plus de temps que vous ne l'auriez anticipé. Pour les amateurs de randonnée et de kayak, direction un parc réputé, celui de Killarney. Il est situé à l'extrémité de la baie Géorgienne, à 3h40 au nord d'Huntsville, mais entre nous, les sentiers en valent la peine. Le parc est connu pour sa côte de granit rose que vous voyez sur la photo. Il a d'ailleurs inspiré de nombreux artistes, dont les impressionnistes du groupe des Sept, qui sont très connus au Canada. On y trouve aussi de belles criques où vous êtes seul au monde. C'est un endroit mémorable qui a longtemps servi comme poste de traite de fourrure. Donc vous pouvez vous imaginer qu'on y observe facilement la faune canadienne, comme par exemple l'orignal, l'ours ou le castor. À 2h30 de route à l'ouest du parc de Killarney se trouve une île autochtone spirituelle et préservée, c'est l'île Manitoulin. Son nom signifie en langue amérindienne île des esprits. C'est un endroit sauvage où vous pouvez vous initier aux traditions des Premières Nations, par exemple à la fondation culturelle Ojibwe ou lors d'une balade avec un guide autochtone. Et puis l'été, vous pouvez assister à un powwow. C'est une célébration autochtone qui a lieu en week-end entre juin et septembre et c'est celui de Wigwamikong qui est très connu.
Pour sortir de l'île sans refaire le tour de la baie géorgienne, il y a des ferries quotidiens du 1er mai au 18 octobre en direction de la ville de Tobermory. Donc, 2 heures de ferry plus tard, après avoir embarqué et débarqué votre voiture dans ce bateau-conteneur, vous arrivez sur la péninsule Bruce dans le village de Tobermory. C'est une ville au nord du lac, entourée d'une eau cristalline. C'est clairement un des joyaux les mieux gardés au Canada, enfin gardés des Français parce que sinon on y entend beaucoup de langues. On y trouve Fathom 5, un parc marin surnommé la capitale des épaves au Canada, car il en compte plus d'une vingtaine à admirer en snorkeling ou encore en plongée sous-marine. Vous pourrez aussi admirer des formations géologiques étonnantes comme Flower Pot Island, avec ses rochers érodés par l'eau il y a des millions d'années. La randonnée vers la grotto est aussi impressionnante. Elle se trouve dans le parc de la péninsule de Bruce, où vous pouvez vous baigner en respectant des quotas horaires qui permettent d'éviter la surfréquentation de ce très bel endroit. Enfin, tout au sud de la baie géorgienne, 2 heures au sud-est de Tobermory et 2 heures au nord de Toronto, se trouve un village de montagne très sympathique, Blue Mountain. C'est une station de ski alpin l'hiver et de plein air l'été qui offre de très beaux points de vue sur la baie. Tant que vous êtes dans un endroit aussi contemplatif, profitez-en pour lire de bons bouquins d'auteurs locaux. Notre top 3 des écrivains ontariens comprend l'indétrônable Margaret Atwood, qui est la plus connue internationalement puisque son œuvre La Servante écarlate a même été adaptée en série sur Netflix. Mais vous avez peut-être aussi entendu parler de Michael Ondaatje qui a écrit L'Homme flambé. C'est le livre dont est inspiré le film Le patient anglais. Sinon, je vous conseille aussi de lire Alice Munro, qui a reçu un prix Nobel de littérature pour son ouvrage Fugitive. Depuis Blue Mountain, il ne vous reste plus que 3 heures de route pour découvrir une icône mondiale qui se trouve plein sud en suivant l'escarpement du Niagara. Ce sont les chutes du Niagara qui sont à 1h30 de Toronto et le détour vaut autant pour les chutes elles-mêmes que pour la région autour entre vergers et vignobles qui surprendra et ravira vos papilles. Les chutes du Niagara sont les plus visitées au monde. Elles ne sont pas très hautes, 50 mètres, c'est tout. Mais ce qui impressionne et les distingue de toutes les autres chutes que vous pourriez voir, c'est leur forme en fer à cheval. Comme toutes les chutes du monde, elles sont doublées d'un voile de la mariée, c'est-à-dire d'une petite chute qui se déverse un peu plus bas, en l'occurrence côté américain, puisque nous sommes à la frontière entre les deux pays. Mais les chutes principales du Niagara sont bien côté Canada. Imaginez un peu le bruit quand vous êtes au centre de ces chutes. Elles font quand même 800 mètres de large. Alors les experts ont calculé que le débit des eaux équivaut à 2 millions de bains par seconde. Pour les admirer, il y a plus d'une façon et comme sur la photo, vous avez beaucoup de choix. Je vous conseille plutôt de prendre le temps et vraiment de les découvrir. Par exemple, vous pourriez vous rendre au cœur des chutes en bateau, les entendre rugir à pied derrière les chutes ou encore sillonner la région entière en hélicoptère ou tout juste glisser le long des chutes en tyrolienne ou en aérocar au-dessus des rapides. Vous pouvez aussi descendre les rapides et les chutes qui sont créées en rafting ou tout simplement randonner dans le parc situé le long des rapides en aval du courant pour comprendre les implications d'un tel site sur l'environnement local. Et puis, quand vous aurez eu votre dose d'eau, si je peux dire, nous vous conseillons un détour à 30 minutes de route par le charmant village de Niagara-on-the-Lake. Il regorge de boutiques d'artisanat et ses maisonnettes colorées de style victorien donnent beaucoup d'élégance à la ville. Vous aurez l'impression de vous retrouver au milieu d'un film du 19e siècle. Niagara-on-the-Lake est aussi le cœur de la région viticole de l'Ontario. On trouve plus de 90 vignobles dans cette seule région du Niagara. Visitez-en au moins
1 pour goûter ces vins du Nouveau Monde qui sont très peu exportés en France puisqu'en quantité à peine suffisante pour le marché domestique. Ça vous permettra aussi de comprendre comment les chutes du Niagara et les lacs alentours ont créé ce microclimat qui est favorable à la production de fruits et légumes, mais aussi d'une vigne reconnue internationalement. Et parmi les vins que je vous conseille de goûter, il faut mentionner le vin de glace canadien. Il récolte les honneurs internationaux depuis 1991, quand l'Icewine Vidal de 1989 du vignoble Inniskillin a gagné le Grand Prix d'honneur à la foire Vinexpo de Bordeaux en dégustation à l'aveugle. Il est comparable mais pas identique à notre sauterne puisque le vin de glace est produit à partir de grappes qui ont gelé sur leurs pieds, concentrant donc le vin en sucre et ça donne un vin aux arômes puissants et complexes qui rappellent les fruits exotiques confits comme le litchi ou encore l'ananas. C'est vraiment un délice autant en dessert qu'à l'apéro. D'ailleurs, puisqu'on parle de boire, voici ce que nous pourrons manger en Ontario. La province est reconnue, comme je le disais, pour ses fruits et légumes, notamment de la région du Niagara. Mais vous devriez aussi goûter le Pimil Bacon Sandwich du marché Saint-Lawrence à Toronto. Le bacon y est enrobé de farine de maïs qui lui donne un goût sucré-salé délicieux. En dessert, vous ne pouvez pas passer à côté des tartelettes au beurre qui sont maintenant déclinées en plein de parfums, mais qui sont traditionnellement au sirop d'érable et à la cassonade, sur lesquelles on ajoute parfois une noix de pécan et des raisins secs. Côté vin, je n'ai pas mentionné le cidre, mais il s'en trouve beaucoup vers Blue Mountain, car les vergers regorgent de pommes, donc vous devriez aussi goûter une bonne apple pie. Pour terminer cette présentation par une destination ontarienne totalement hors des sentiers battus, je veux maintenant vous emmener dans le nord ontarien. Il est accessible en 1h45 d'avion depuis Toronto, direction le hub régional de Thunder Bay, code YQT, qui est la plus grande communauté sur le lac supérieur. On vient dans le nord ontarien pour un parc renommé, c'est le Sleeping Giant. Il offre des vues imprenables sur le lac supérieur et plus de 80 km de sentiers de randonnée. Je vous conseille d'ailleurs l'excursion de 5 heures en Zodiac qui vous emmène au début de la piste du Sleeping Giant. Les paysages sont absolument grandioses et c'est l'endroit parfait pour observer la faune et la forêt boréale. Orignaux, loups, renards, lynx et plus de 200 espèces d'oiseaux. Un incontournable dans la région, c'est le parc historique de Fort William. Ce site historique contient une reconstruction de postes de traite de fourrure comme il existait en 1816. C'est aussi l'endroit idéal pour se prendre pour un explorateur. Le nord ontarien est tellement parsemé de lacs que la route n'est pas toujours le meilleur moyen pour se déplacer. Du coup, l'hydravion de communauté en lodge resort est parfois le passage obligé. On ne va pas se plaindre, les vues valent le détour. De tous les lacs que j'ai pu vous mentionner, un attire tous les regards, c'est le lac supérieur. C'est le plus grand des grands lacs d'Amérique du Nord. Une vraie mer intérieure, sauf qu'elle est douce. C'est le plus vaste lac d'eau douce au monde. Il est à cheval entre les États-Unis et le Canada et les 700 km de route qui va de Thunder Bay à Sault Ste. Marie en offre des panoramas incroyables pour les chanceux qui sont arrivés jusque-là. D'ailleurs, puisque nous parlons d'un des 5 grands lacs de cette région, savez-vous comment se souvenir facilement de leur nom? Il suffit de prendre la première lettre du nom de chaque lac et de les assembler en un mot, homes, maison en anglais. Ça nous donne un H pour le lac Huron, un O pour le lac Ontario, un M pour le lac Michigan, un E pour le lac Erie et un S pour le lac supérieur. J'ai évoqué Sault Ste. Marie, alors je vais vous maintenant préciser. On peut y arriver après avoir parcouru la route panoramique le long du lac, mais on peut aussi y arriver en 1h35 de vol si vos clients voulaient s'en servir de base de départ.
Le code de l'aéroport est YAM. Sault-Sainte-Marie est une autre porte d'entrée du nord ontarien et une petite ville animée. Vous pouvez vous balader sur les quais le long du canal ou du côté du lac supérieur. Passez aussi d'écluse en écluse comme sur cette photo et c'est aussi l'endroit idéal pour visiter le musée de l'hydraviation, le Canadian Blush Plane Museum. Et vous pouvez aussi, pour terminer, admirer des œuvres d'art autochtones ou du groupe des Sept que j'ai mentionné tout à l'heure à la galerie d'art locale. Sault-Sainte-Marie est aussi le point de départ pour des aventures en pleine nature, dont le fameux train touristique d'Egewa. Cette excursion à la journée dure 4h30 et comporte un arrêt d'1h30 dans le parc du canyon Agewa, qui est le point culminant de cette visite. Vous pouvez ainsi vous dégourdir les jambes dans de nombreux sentiers de randonnée qui mènent par exemple à des cascades ou encore à un belvédère. Le parcours en train est juste mémorable car à flanc de lacs et de falaises et c'est un incontournable dans cette région. Nous avons donc fait maintenant le grand tour de la province. Ça vous donne une meilleure idée de l'immense terrain de jeu qu'est la province de l'Ontario et j'espère que vous serez maintenant à l'aise de la recommander à vos clients. Aujourd'hui, nous avons vu Toronto qui est le hub aérien le plus important et une ville multiculturelle. Puis nous sommes partis plein est en direction du comté du Prince-Édouard et des Mille-Îles. Nous avons ensuite visité la capitale nationale Ottawa avant de découvrir un des joyaux de l'Ontario, le parc Algonquin. De là, nous avons passé du temps en Muskoka, dans cette région de chalets et de lacs qui vont vous faire perdre le nord et passer des jours radieux autour de l'eau. Nous avons remonté aussi la baie Géorgienne, direction un autre parc réputé, le parc Killarney, avec son granit rose si photogénique. Puis nous sommes entrés dans une île autochtone spirituelle, c'est Manitoulin. De là, nous avons mis le cap au sud vers un des secrets les mieux gardés du Canada, c'est la péninsule Bruce avec Tobermory. Et toujours plus au sud, nous avons succombé au charme de la région de Niagara, des chutes au vignoble, un régal pour les yeux et le ventre. Notre dernière proposition vous a emmené tout au nord de la province, car c'est une région unique et préservée pour vos clients en quête d'espace et d'authenticité. C'est le nord ontarien. Vous êtes maintenant rodés, sélectionnés selon les envies de vos clients et osez le sur-mesure pour cette province qui est rarement proposée en itinéraire unique par les tours opérateurs. Incitez vos clients à s'aventurer car ils ne le regretteront pas et vous en remercieront. Alors, pour résumer, pourquoi venir en Ontario? L'Ontario est un bouillon de culture. C'est la province la plus peuplée du Canada et la province où se trouve la capitale canadienne. La province est blottie entre les États-Unis et le Québec, si bien que l'histoire s'y est faite. Des autochtones aux explorateurs, en passant par l'invasion américaine, vous avez beaucoup à y découvrir. La nature y est généreuse, c'est un terrain de jeu immense, oui, mais surtout varié, avec des lacs, des cascades, voire des chutes, des falaises et des côtes. Les parcs ne manquent pas, même à la capitale Toronto, comme nous avons vu avec ces îles en plein lac. Alors l'accès à la faune y est vraiment privilégié. Enfin, la cuisine y est gourmande. On a vu que les lacs tempèrent le climat, qui est bien plus doux par ici. Alors, allez vous-même dans les vergers, faire la cueillette de fruits et goûter les produits locaux, ou encore savourez-les dans les restaurants branchés où officient des chefs renommés. Vos clients vont vraiment se régaler. Alors, quand partez-vous en Ontario? Dites-nous et surtout rappelez-vous que notre équipe est là pour vous aider avec vos itinéraires ou si vous avez besoin d'une liste de réceptifs. Pour en savoir plus, visitez les sites officiels de l'Office de tourisme national avec explorer-canada.fr ou encore l'Office de tourisme provincial avec ontariotravel.net/fra/home. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon adresse mail qui est vpissard@tourisme-6synergique.com.
Pour terminer, je vous laisse avec la magnifique vidéo de la province de l'Ontario et je vous souhaite une très belle journée à tous et à tantôt au Canada.